nom c'est Abdoulaye Coulibaly. Je suis ingénieur de développement spécialisé dans la question de sociologie et économie rurale. Après l'université, j'ai travaillé avec INADES Formation et Ronja dans le domaine des filières anacarde et sésame et surtout de la gestion des ressources naturelles, où on a intervenu sur les questions de conventions locales, notamment des chartes foncières. Après INADES, j'ai travaillé avec EcoCert en tant qu'inspecteur pour l'agriculture biologique et à travers toute l'Afrique. Après là-bas, j'ai travaillé avec IFOAB à travers le projet Organic Market for Development comme assistant technique national au Burkina ici pendant 4 ans. La première phase du projet est terminée. Nous sommes en attente de la deuxième phase. Mais pendant ce temps de transition, j'ai évolué en consultant pour le secteur de l'agriculture biologique partout en Afrique pour accompagner, suivre, conseiller, former les acteurs sur la question de l'agriculture biologique. Elle s'impose maintenant, elle devient incontournable. Parce que quand tu regardes les politiques générales, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, on parle partout de développement durable. Et d'où les ODD, les objectifs de développement durable. On ne peut pas parler de développement durable, parler d'amélioration de la productivité, parler d'amélioration des rendements, parler d'améliorer la fertilité des sols, parler d'améliorer la biodiversité sans un certain arbitrage. Parce que les acteurs le savent à eux-mêmes, avec des contraintes, la pénibilité des activités de l'agriculture biologique, à eux-mêmes, à un moment donné, ont tendance à tricher. D'où un certain arbitrage. Et c'est là la différence entre l'agroécologie et l'agriculture biologique. Parce que l'agroécologie, c'est une question de conviction. Il n'y a pas d'arbitrage. Mais l'agriculture biologique, il faut forcément un arbitrage d'une tierce partie pour confirmer le respect des règles. Et ça se fait forcément selon le cahier de charges. Donc l'agriculture biologique, elle s'impose aux nations, elle s'impose aux institutions internationales, elle s'impose aux acteurs. Parce que de plus en plus, les gens sont conscients de la dégradation de leur santé et de la stabilité de leur écosystème. Donc, les gens sont en train de chercher des voies et moyens pour assurer la santé et l'équilibre des écosystèmes, d'où le fondement même de l'agriculture biologique. Donc je pense que ce soit au niveau stratégique, au niveau des acteurs, l'agriculture biologique devient incontournable. Quand vous regardez partout maintenant, les gens sont en train de vouloir labelliser leurs produits bio. Voilà, avec beaucoup d'amateurisme dedans. Mais quand même, ça veut dire que c'est la promesse. C'est ce que je peux dire par rapport à l'agriculture biologique. Au-delà de l'utilisation d'intrants chimiques pour la synthèse et des OGM, il faut dire que l'agriculture biologique se positionne au-delà de ça. Quand vous regardez la définition même de l'IFOAM, la définition de l'IFOAM dit que l'agriculture biologique est un système de production qui proscrit l'utilisation de produits à effet adverse. Il n'a pas dit de produits chimiques pour les OGM seulement. Tout produit ou tout comportement, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie où vous devez vous comporter de sorte que vos produits soient sains, que vos produits soient justes, que vos produits soient dignes. Qui dit un produit digne, ça veut dire que c'est un produit qui n'a transgressé les droits d'aucun être vivant sur tout son cycle de vie. Donc ça va au-delà de l'utilisation de produits chimiques et des OGM. C'est tout un ensemble de comportements, d'habitudes qui fait que le produit est bio.
En ce moment, les produits qu'on appelle conventionnels par abus de langage, parce que normalement, on ne devrait pas dire produit conventionnel. Parce qu'un produit conventionnel, c'est un produit qui est produit suivant une certaine convention. Un produit qui est produit de façon hasardeuse, sans aucune convention, ne devrait pas être appelé des produits conventionnels, mais des produits non bio. Voilà, moi je parle de. Donc, pour comparer les produits bio et les produits non bio, les produits bio ont une certaine garantie de la santé du consommateur dedans. Et de plus en plus, les consommateurs sont conscients avec les multiples maladies incurables et démoniaques qui apparaissent. Les consommateurs sont de plus en plus conscients que nous sommes malades, victimes de notre alimentation. Ce que nous mettons dans la bouche, c'est ça qui nous rend malades. Et de plus en plus, les gens, avec l'évolution, avec les moyens qu'ils ont, ils essaient de se procurer des aliments sains. C'est-à-dire que pour dire qu'un aliment qui est produit à Hong Kong pour être consommé au Burkina est considéré comme un aliment sain, il faut une certaine traçabilité. Et dans les produits bio, c'est la traçabilité surtout qui est la valeur absolue. Donc, c'est ça un peu la différence entre les produits bio et les produits non bio. Je pense que les labels européens méritent d'être exigeants, peut-être sur certains plans. Mais tel que nous voyons l'évolution des choses, le label européen est en train de passer à côté de la plaque. Parce que avec certaines exigences, quand je prends les nouveaux règlements, où on amène des questions de superficie pour classer les petits producteurs, sans tenir compte des types de spéculation. Il y a des spéculations où avec déjà 100 hectares, tu es toujours classé comme petit producteur. Par contre, il y a des spéculations déjà avec 1 hectare, tu peux être considéré comme un grand producteur. Donc, les labels européens peuvent être exigeants sur certaines questions qui vont limiter les contaminations. Parce que de plus en plus, les produits bio sont victimes de contamination. Voilà, on peut travailler à ce niveau-là, à réduire ces contaminations. Pour réduire ces contaminations, il faut aller beaucoup plus vers les systèmes participatifs de garantie, ce qu'on appelle les SPG, avec une meilleure implication des contrôles seconde partie. Parce que normalement, il y a le contrôle première partie qui est fait par le contrôleur interne des opérateurs OGG. Il y a le contrôle seconde partie qui devrait être fait par les accompagnants tels que les ONG, les structures étatiques et autres. Et maintenant, le contrôle tierce partie qui est fait par les organismes internationaux de certification accrédités. Mais quand tu regardes, généralement, les contrôles seconde partie est exclu. Pratiquement, les gens ne le font pas. Donc, à ce niveau-là, on gagnerait à inclure cet aspect-là. Ça pourrait mieux résoudre le problème des contaminations. Voilà. Au-delà parce que avec la tendance actuelle, en cherchant aveuglément à être exigeant, on renchérit le prix des produits et on exclut la masse. Ça veut dire que c'est les gens nantis seulement qui vont consommer les produits bio. Alors que non, il y a une question de santé publique actuellement. Et il faut que l'OMS et autres s'impliquent dans les questions de l'agriculture biologique. Voilà. Et au-delà de l'Oxfam, au-delà de la FAO, que aussi l'OMS et d'autres institutions internationales s'impliquent dans les questions de l'agriculture biologique et fassent des lobbying sur les détenteurs des cahiers de charges pour qu'ils puissent revoir leurs cahiers de charges, concevoir les cahiers de charges de façon beaucoup plus participative, avec une meilleure implication, une meilleure prise en compte des points de vue des acteurs à la base, surtout dans les pays du Sud, voilà, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie par exemple. Voilà. À cette question de savoir pourquoi les produits bio sont plus chers à l'achat, moi je vais répondre autrement. Moi je ne pense pas, c'est pas exact, c'est pas juste de dire que les produits bio sont plus chers à l'achat. Au contraire, je peux démontrer tout de suite qu'en fin de compte, les produits non bio sont plus chers que les produits bio. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un produit non bio, tu le consommes, tu ne maîtrises pas les conséquences.
Supposons que tu payes un produit non bio qui contient des substances cancérigènes et que tu consommes et que tu attrapes un cancer. Est-ce qu'on mettrait le coût de soins d'un cancer? Non. Et si tu dois calculer le coût de revient final de ton produit non bio, là, tu dois ajouter le coût des ordonnances et des examens médicaux avant de ramener ça au prix unitaire pour savoir quel est le prix de revient. Par contre, le produit bio, s'il est vraiment bio, il a respecté les règles, il est censé être sain. Et quand tu le consommes, tu économises des frais d'ordonnance et des frais d'examen. Donc, quand tu fais ces calculs en coût de revient, il ressort clairement que les produits non bio sont nettement plus chers que les produits bio. Maintenant, pourquoi les produits à l'achat, on a l'impression que les produits bio sont plus chers que les produits non bio. C'est une question d'offre et de demande. C'est une question d'offre et de demande parce que actuellement, un des défis du secteur bio, c'est la disponibilité des intrants bio. Il n'y a pas assez de fournisseurs d'intrants bio. Donc, les intrants vont coûter cher parce que quand il n'y en a pas assez, il y a beaucoup de demandes, ça va coûter cher. Et quand tu paies les intrants chers, forcément, le coût de revient va être cher. Ensuite, la certification coûte cher parce que jusqu'à présent, les produits certifiés bio sont orientés vers le marché. Orientés vers le marché, ça veut dire qu'il faut tenir compte des coûts de production, coûts des intrants, coûts de la certification, coûts de l'export. Et donc, coûts de la communication. Donc, forcément, ça va jouer sur le prix de revient final. Et les opérateurs qui font le bio ne peuvent pas le faire à perte. Il faut qu'ils fixent un prix juste. Donc, ça apparaît que les produits bio sont chers. Je vous dis bien que ça apparaît. Mais en réalité, il n'en est pas. Voilà, c'est ce que je peux dire.